Bonjour, bienvenue au 5 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lord Associés par VK. Dans quelques minutes, on parlera ensemble de complémentaire santé, mais tout de suite, les brèves de la semaine. En matière de fonction publique, un arrêt surprenant sur la situation des époux bigames qui demandent une pension de réversion pour leur deuxième épouse décédée. Licenciement d'un contractuel, la méconnaissance du préavis n'entraîne pas l'annulation totale de la décision, nous dit le Conseil d'État, ce qui est un revirement de jurisprudence. Une organisation syndicale peut demander réparation à l'administration pour le préjudice causé à l'intérêt collectif qu'elle défend. Les organisations syndicales, en général, les attaquent des actes en recours pour excès de pouvoir, et bien là, il peut y avoir aussi de l'indemnitaire. Une nouvelle autorisation spéciale d'absence a été créée par une loi de décembre pour les fonctionnaires qui apprennent que leur enfant souffre d'une pathologie chronique ou d'un cancer. Restons sur les questions d'enfance avec la loi du 7 février 2022 sur la protection des enfants, avec énormément de choses, non-séparation des fratries, réforme des PMI, toute une série d'ASE, de réformes sur l'ASE, sur notamment la sortie des jeunes majeurs, etc. Voici un très bref résumé. Passons maintenant au principe de sécurité juridique. Alors, on savait déjà que ce principe, il conduit parfois à ce qu'on ne puisse pas attaquer des actes ad vitam, nonobstant l'absence de voies et délais de recours pour les actes qui doivent donner une notification. Les actes individuels. Ça, c'est la règle Zavage. Et on savait que ce principe de sécurité juridique pouvait imposer des délais d'entrée en vigueur ou des dispositions transitoires pour que les gens puissent s'adapter. Et ben, on a deux arrêts du même jour, du 4 février du Conseil d'État, qui affinent ceci. Alors, en l'espèce, c'était sur les questions éducatives, réforme du CAP, réforme du bac, mais vraiment, le raisonnement va se retrouver dans d'autres domaines de l'administration. Je dois prévoir des mesures transitoires ou des délais d'entrée en vigueur si je change les règles du jeu en cours de partie. Mais si c'est peu de temps avant et que ça ne change pas la stratégie des acteurs, alors pas besoin de changer la sécurité juridique, n'entraînera pas la censure de l'acte. Diable. Ce qui avait changé depuis peu de temps en termes extra-juridiques avec une norme AFNOR, mais qui n'est pas changé en droit depuis longtemps, c'était le texte des années 60 sur les baignades et les signalisations. Ça y est, c'est fait. Décret du 31 janvier. Quand une transaction entre une entreprise publique locale, notamment une SPL, et un de ses prestataires relèvera-t-elle du juge administratif? Réponse tribunal des conflits, 7 février. Et puis la dernière fois, on a parlé de l'importante loi 3DS. Pas importante en raison de l'importance des mesures qui s'y trouvent, mais en raison de leur très grand nombre. Eh bien ça y est, c'était définitivement adopté par le Parlement, bientôt dans tous nos journaux officiels. Et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Passons maintenant à notre grand dossier, la complémentaire santé des agents publics. Tout est venu de l'article 40 de la loi du 6 août 2019, puis d'une ordonnance du 17 février 2021, avec un volet protection sociale complémentaire en matière de santé et une obligation de participation aux employeurs publics à hauteur de 50% du financement, avec des détails que voici, et la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance, avec des détails que voilà. Cela s'applique aux contractuels et il y a toute une série de précisions que je vous ai retracées ici. S'agissant de l'État, il y a eu des négociations récemment et on est sur une base, dès maintenant, de 15 € remboursés tous les mois. S'agissant de la fonction publique territoriale, les délais seront finalement de 2025 et 2026. Voici des détails, mais avec des délibérations à faire là, en février. En fonction publique hospitalière, le délai est également de 2026 avec des modalités un peu différentes que voilà. J'ai voulu poser quelques questions à deux spécialistes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Monsieur le DRH, comment utiliser cet outil au sein d'une politique de ressources humaines? Incontestablement, aujourd'hui, la protection sociale complémentaire est un outil de la politique de ressources humaines et de l'attractivité de nos collectivités. Plusieurs années après le privé et les entreprises privées, la fonction publique doit mettre en place une protection sociale complémentaire et un maintien de la complémentaire maintien de salaire. Il faut absolument organiser un débat avec les organisations syndicales et une concertation pour mettre en œuvre le meilleur système qui convient à la physionomie de la collectivité dans laquelle vous êtes directeur des ressources humaines et choisir notamment le bon niveau de protection en fonction des besoins des agents. Surtout, il faut en faire un outil de votre politique de prévention des risques et un outil de votre politique de prévention de l'absentéisme, de manière à ce que le contrat que vous allez passer avec l'organisme mutualiste soit inclut
les démarches de prévention et d'accompagnement de la collectivité pour améliorer la qualité de vie au travail de votre organisation. Oui, mais comment avez-vous ou comment suggérez-vous que l'on identifie les besoins? Oui, alors il faut, je pense, de manière assez participative, interroger les agents via un questionnaire. À l'époque où ce décret n'était pas passé, nous n'avions pas l'obligation, nous étions alliés dans l'agglomération, les villes de l'agglomération, pour essayer de porter un outil qui soit commun. Et pour ça, nous avons mis en place un questionnaire assez rapide en expliquant plusieurs choses. Et la question de la mutuelle et la question de la perte de salaire, notamment la règle des 90 jours. Et allié à ce niveau d'information, une question ou deux questions sur quel serait le souhait des agents en matière de complémentaire santé et de garantie maintien de salaire. Et je pense que correctement interroger l'ensemble des agents est absolument indispensable. Aussi, il paraît indispensable d'avoir un débat, voire une négociation avec les organisations syndicales de manière à avoir de manière à ce que cet outil soit aussi un outil de la négociation sociale, comme l'ont pu être les lignes directrices de gestion ou le passage aux 1607 heures. Et maintenant qu'on a des textes, vous avez pratiqué ça avant les textes, mais maintenant qu'on a des textes, est-ce que vous trouvez que le système retenu est trop rigide? Il y a encore le choix de pouvoir soit conventionner avec un organisme mutualiste, soit continuer à verser une prestation dans le cadre des contrats labellisés. Et je pense qu'avec cette possibilité qui a été laissée, nous allons pouvoir garder la main sur le choix que va faire la collectivité dans le cadre de sa politique de prévention et dans le cadre de sa politique d'action, d'accompagnement social des agents. Donc, je ne pense pas que ça rigidifie, mais en tout cas, ça donne un cadre d'obligation. Et c'est ça que moi, je veux retenir, c'est un cadre d'obligation à toutes les collectivités de mettre en place un système, ce qui n'était pas le cas actuellement et ce qui faisait une énorme distorsion, notamment avec le privé. Marie, passons à toi. Est-ce qu'on est en commande publique ou pas? Parce qu'on a eu beaucoup de débats là-dessus dans le monde territorial. Principalement des acheteurs publics qui ont du coup une forme privée. Par exemple, les régies qui gèrent des SPIC vont se retrouver confrontés à la question effectivement de payer des mutuelles à leurs agents. Ça peut aussi englober, la question peut également se poser pour toutes les questions de prévoyance, puisque généralement, effectivement, ça peut être aussi quelque chose qui est payé aux salariés. Et se pose, pendant de nombreuses années, se posait pas vraiment la question de la soumission à la commande publique ou pas. C'était un petit peu un domaine oublié, un peu comme feu il y a quelques années, les contrats en matière d'électricité. On se disait, c'est tellement spécifique que c'est pas de la commande publique. Sauf qu'on sait que le juge a souvent une vision plutôt extensive et que, en fait, peu importe la spécificité des prestations, ça n'empêche pas que ça peut être de la commande publique. Donc, en la matière, pour savoir si c'est de la commande publique, il faut juste se reposer la question des 3 critères. Alors, le premier critère de la personne qui passe le contrat pose peu de difficultés. Il faut être en présence d'un acheteur. Donc, si on sait qu'on est un acheteur, typiquement une régie, par exemple, qui gère un SPIC, on est un acheteur public. Donc ça ne pose pas de difficulté. La question du critère onéreux peut parfois faire débat, mais il faut savoir que le juge, aussi bien le juge administratif français que le juge européen, entendent toujours cette question du critère onéreux très largement. Puisqu'en fait, il ne suffit pas qu'il y ait seulement la personne publique ou l'acheteur public qui verse une somme, mais c'est toute somme qui serait, ça peut être un abandon de recettes ou ça peut englober également des sommes qui seraient payées par des usagers. Là, en la matière, il n'y a pas trop de difficultés à mon sens, puisqu'il y a toujours au moins une partie qui est payée par l'acheteur public et souvent une autre partie par les salariés. Donc, à mon sens, le critère honoré ne pose pas trop de difficultés. Ensuite, le dernier critère, c'est est-ce qu'il y a une prestation de service? Alors, en la matière, c'est évident que la prestation de service, elle n'est pas directement pour l'acheteur public, mais comme elle est pour ses agents, il faut, à mon sens, pareil, l'entendre assez largement et considérer que tout service pour des agents d'un acheteur public répond en réalité à un besoin de l'acheteur public, puisque l'acheteur public doit rendre ce service à ses agents.
Donc, à mon sens, il faut également considérer que ça peut rendre, ce troisième critère peut être rempli. Et du coup, on remplit les 3 critères d'identification d'un contrat de la commande publique. Et du coup, on rentre typiquement dans le cadre d'un marché public pour l'achat de ce type de prestations, avec du coup les règles classiques de publicité et de mise en concurrence qui vont se poser. Fort bien, sauf que c'est une commande publique atypique. Alors, est-ce qu'on va faire une centrale d'achat, groupement de commandes, courtage, ou si on fait une commande publique classique, quelle mesure de prudence privilégier? Alors effectivement, il y a le premier point dont tu parles qui est intéressant, c'est les acheteurs qui n'auraient pas forcément un gros besoin, puisqu'on sait que tout fonctionnement des mutuelles, ces prestations de complémentaires santé, plus on est nombreux, moins ça va coûter cher. Et du coup, c'est sûr que si on passe un marché pour très peu d'agents, les tarifs risquent d'être peu intéressants ou les prestations proposées peu intéressantes, ce qui est du coup pas du tout l'intérêt de l'acheteur public. Dans ces cas-là, on peut effectivement envisager de passer par un marché de courtage qu'il faudra effectivement mettre en concurrence, ou sinon la solution traditionnelle de se regrouper en faisant par exemple des groupements de commandes avec des acheteurs similaires, ou sinon toujours de passer par une centrale d'achat qui, elle, va pouvoir mutualiser et avoir des prestations plus intéressantes. Et puis on sait que la solution de la centrale d'achat nous évite toujours de devoir passer soi-même le marché, puisque c'est la centrale d'achat qui fait ce travail. Pour les acheteurs qui se lanceraient quand même dans la passation de ce type de marché, il va falloir être assez vigilant au niveau de la définition des besoins, puisque c'est vrai que si on ne définit pas clairement ce qu'on attend, en fixant un petit peu peut-être les types d'offres qu'on attend, les types de prestations ou les types de paniers, on peut très bien dire, moi je veux une première offre avec un petit peu les offres de soins de base, une offre avec un meilleur remboursement et peut-être une troisième offre avec un meilleur remboursement, notamment pour tout ce qui est optique, dentaire. Voilà, c'est bien de cadrer, parce que si vous ne cadrez pas, les mutuelles vont vous proposer des choses très différentes et finalement, vous n'allez pas réussir à les comparer. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment de fixer un petit peu les paniers et les offres qu'on veut qu'on nous propose pour pouvoir les comparer. Ensuite, le dernier conseil, ça serait de faire bien attention aux critères de sélection des offres, parce que là, on ne va pas juger que sur le prix, comme on peut le faire sur de l'achat de services un peu plus classique, puisque évidemment, il n'y a pas que le prix qui rentre en jeu, parce que si on vous offre un prix faible, mais que les prestations remboursées à vos salariés sont très mauvaises, ça ne va pas être intéressant. Donc, il faut vraiment avoir un critère qui prend en compte le rapport entre le prix payé, le tarif proposé et les garanties offertes. C'est important d'avoir ces 2 éléments. Et puis, ça peut être intéressant de réfléchir sur ce type de marché un peu spécifique à des critères un petit peu différents de ce qu'on peut voir dans d'autres marchés. Par exemple, on peut penser à avoir par exemple un critère sur le degré de solidarité entre les générations, puisque l'idée aussi, c'est qu'il y ait quand même une répartition, que ce ne soit pas par exemple que les personnes âgées qui payent, ou que finalement les personnes plus jeunes se retrouvent à payer beaucoup trop cher parce qu'elles supportent toute la solidarité. Donc peut-être ce type de choses, de faire en sorte que ça soit bien lissé entre vos différents agents. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va avoir plus ou moins d'importance selon l'acheteur public. C'est sûr que si on a une population et des salariés très jeunes, on est moins sensible peut-être à ce type de choses que si on a des agents d'âge très variés, avec aussi des agents proches de la retraite. Donc voilà un peu pour les petits conseils. Voilà, fixez bien la base de comparaison et bien réfléchir aux critères qui ne peuvent pas être les critères classiques qu'on voit dans des marchés de prestations de services habituels. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup à tout le monde. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques, parlons de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, à bientôt. Au revoir.